On enchaîne du coup maintenant avec une autre intervention, un regard. Donc on a parlé territoire, on a parlé filière, on va parler maintenant consommateur, en faisant écho aussi à ce fameux séminaire de 2019, tu disais, sur la jungle des labels. Et donc avec l'intervention de Grégory Ackermann, qui est sociologue, chargé de recherche chez INRAE, et qui va nous éclairer sur cette multiplication des labels, quel impact pour le consommateur, et de voir est-ce qu'il y a encore de la place pour d'autres labels qui feraient référence à ces formes nouvelles ou pas d'agriculture durable. Merci pour votre invitation et puis bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer effectivement de vous parler d'un peu du regard que peut avoir le consommateur sur les labels en général et notamment ce phénomène un peu que vous pouvez observer comme consommateur ou comme consommatrice de multiplication, de l'apparition de nouveaux labels. Les labels, ce sont d'abord aussi des mots, hein, puisqu'on est dans une journée qui parle de démêler les mots. Donc, je vous ai fait un nuage de mots. Voilà, on a l'agriculture biologique, on a le zéro résidu de pesticides, on a les hautes valeurs environnementales. Et donc, finalement, on est dans un ensemble en fait, de nouveaux termes que les consommateurs doivent s'approprier. Je voulais revenir un peu sur ce que c'était qu'un label. Un label alimentaire, il y a une thèse de Diane Rodet en 2013 que vous pourrez aller regarder, qui disait finalement le label c'est conçu comme un signal, hein, donc un signal qui atteste d'abord de la conformité, donc c'est ce qui a été présenté aussi avant, cette idée de conformité du bien, du service ou d'une organisation, conformité à une norme. Donc cette idée c'est d'abord l'idée de la conformité, et puis du signal, donc normalement le signal envoie une information au consommateur, en tout cas est censé le faire. En sociologie économique, on parle des labels et puis plus largement des logos comme plutôt des institutions marchandes. Donc, à travers le terme d'institution marchande, on considère aussi tout le système d'acteurs qui est derrière ce label ou ce logo et qui justement le construit, se met d'accord, tout le travail hein, de qualification des pratiques, des procédés et qui peut aussi certifier et donc attester d'une qualité. Et donc cette institution marchande qui est le logo ou qui est le label vient normalement guider les interactions entre les acteurs économiques, et pas uniquement entre les producteurs et les consommateurs, mais aussi éventuellement entre tous les intermédiaires du marché qui, au travers de ces institutions marchandes que sont les logos, peuvent ensuite construire éventuellement des filières jusqu'à, par exemple, dans la filière biologique, on peut avoir des systèmes de production, de transformation et de distribution qui s'appuient sur ce label. Des véritables instruments de coordination, on pourrait dire ça ? Oui, des instruments de coordination entre les acteurs, et c'est notamment le cas pour l'agriculture biologique, puisqu'on a des magasins qui sont certifiés biologiques et dans lesquels les consommateurs sont sûrs de trouver uniquement des produits biologiques, par exemple. Pourquoi mettre des labels alimentaires dans l'alimentation? Donc là, on peut revenir à la sociologie économique qui nous parle notamment avec Lucien Carpic des biens singuliers, hein, parce que le problème des biens, c'est souvent leur qualité, et donc mettre un label, c'est une manière de repérer la différence de certains produits, de certains biens, de certains services par rapport à d'autres. Donc le problème dans les biens, c'est que tous les biens ne sont pas standards, et c'est le cas dans l'alimentation. Il y a notamment le problème de l'incommensurabilité, ça veut dire qu'entre deux biens, c'est très difficile parfois de les comparer, hein, entre deux vins. C'est difficile de les comparer parce que justement ce sont des terroirs différents, ce sont des cépages différents, ce sont peut-être des expositions différentes, ce sont des pratiques de vinification différentes, etc. Donc c'est difficile de trouver vraiment des points de comparaison et de pouvoir comparer ces produits-là. Ensuite, il y a toujours dans l'alimentation un problème de différer de l'évaluation, c'est-à-dire c'est après avoir consommé le bien qu'on se rend compte de sa qualité. D'abord de sa qualité gustative, éventuellement de sa qualité digestive, et puis à plus long terme, peut-être de sa qualité sur le bien-être, sur la santé à long terme, etc. Et puis le troisième problème, c'est la structure de qualité, et là ça revient un petit peu à toute la complexité qu'est cette alimentation, qui vient à la fois des pratiques agricoles, des procédés de transformation, des qualités nutritionnelles, et finalement la qualité d'un bien alimentaire,
c'est une structure de différents types de qualité. On le voit bien dans tous les cahiers des charges et dans toutes les dimensions, tous les indicateurs qui sont produits à la fois sur les intrants, sur les pratiques, sur les procédés. C'est toute une structure de qualité. Donc, quand on est face à ces types de biens, il y a un problème d'information sur la qualité. Et donc, pour pallier à ce problème d'information sur la qualité, il faut des dispositifs de jugement. Des dispositifs de jugement pour le consommateur qui lui permettent de juger de la qualité du bien. Alors, Carpic nous dit qu'il y a des dispositifs personnels, donc on peut s'appuyer sur nos amis qui peuvent nous recommander d'aller acheter ce petit vin dans ce tel caviste, etc. Ça fonctionne. Mais on peut aussi s'appuyer sur des labels, ou on peut s'appuyer plus largement aussi sur des magasins qui sont par exemple une confiance qu'on aurait pour une enseigne particulière ou pour un vendeur en particulier. Voilà, pour un vendeur, pour une enseigne, ou même on peut déléguer sa réflexion, son jugement à un professionnel qui va être, ou bien à un guide des vins. Voilà, on connaît bien ça. Donc il y a une question de problème de qualité que viendrait résoudre ce label. Et puis le label, finalement, c'est aussi un dispositif volontaire de régulation de la qualité. Volontaire parce que là, dans le cas précis, on parle de label et non pas de certification qui serait obligatoire ou non, mais là, on parle de labels qui sont ou d'engagement volontaire. Voilà, d'engagement volontaire. Donc ça permet éventuellement de réguler la qualité. Donc là, c'est plutôt des effets du côté de la production. Mais enfin, je voulais revenir aussi sur quelque chose autour du bien de confiance. Il ne faut pas oublier que l'alimentation, c'est d'abord un bien de confiance, puisque quand on achète un produit, finalement, on est en incapacité d'aller vérifier qu'il y a bien, que toutes les allégations sont bien celles qu'il y a dans le bien. Donc, quand on nous dit, par exemple, que c'est du commerce équitable, en fait, on est absolument incapable en tant que consommateur d'aller vérifier, d'aller contacter le producteur de café au fin fond du... Voilà, on ne peut pas le savoir. Donc, tout repose sur la confiance. Et donc, le consommateur, sa seule possibilité, c'est de croire en la qualité du produit qui lui est vendu. Certains labels dans le monde coopératif s'appellent même agri-confiance, ce qui provient quand on renvoie à cette idée-là. Voilà, le cœur du problème, c'est le problème de la confiance. Combien de labels alimentaires en France? Alors, je me suis posé cette question-là en préparant cette communication. Alors, bon, voilà, on dit qu'il y a 4 signes européens de qualité. Donc, voilà. Après, on dit l'État reconnaît plutôt 6 labels de qualité. Après, on peut rentrer dans les détails. Par exemple, il y a 438 produits en label rouge. Ce qui veut dire aussi que ces produits-là, chacun a son cahier des charges et qu'à l'intérieur d'un même label, par exemple les AOP agroalimentaires, on peut avoir le cahier des charges du Comté, qui est très différent du cahier des charges du Cantal. Donc, du point de vue du consommateur, pour lui, une AOP peut renvoyer un certain type d'imaginaire, mais il faut bien se rendre compte que le consommateur ne rentre pas dans les cahiers des charges. Or, il peut y avoir des différences très grandes entre les labels. Et puis, il y a aussi des nombreux autres labels qui peuvent être aujourd'hui des labels privés, et dont certains, comme par exemple Bleu Blanc Cœur, qui ont pu émerger et qui questionnent parfois à la fois sur, je vais y venir, sur la manière dont on le perçoit, mais aussi est-ce que les gens le connaissent ou pas. Alors, vous voyez, donc il y a une multiplicité de labels, mais ce n'est pas un problème nouveau. C'est pas un problème nouveau parce que là, je vous mets une citation d'un travail du CREDOC qui avait étudié en 2007, donc il y a 2007, il y a plus de 15 ans, et qui disait la multiplicité des signes de qualité, ça engendre la plus grande confusion chez les consommateurs. Il y a un problème de perception de la qualité qui n'est pas forcément là. Il y a aussi un problème de méconnaissance de l'existence. Donc, les gens ne connaissent pas forcément l'existence de certains labels. Et puis, la conclusion, c'est qu'il est forcément obligé de croire, de se persuader que le produit possède la qualité. Et donc, ça, c'est un problème de 2007 qui avait été déjà soulevé, mais je suis sûr qu'on pourrait trouver des travaux précédents. Et en tout cas, tous les travaux qui ont suivi ont toujours répété la même chose. Et je vais encore répéter aujourd'hui la même chose. Je ne vais rien inventer de nouveau parce qu'on est dans le même problème. Je vous donne par exemple un travail de l'OCDE, un rapport que vous pouvez trouver en ligne de 2016, qui dit à peu près la même chose. Il dit qu'il y a 2 effets négatifs de la multiplicité des labels. D'une part, une difficulté pour le consommateur à différencier les critères qui sous-tendent chaque label. Donc voilà, la même chose que je vous ai raconté et que tout le monde raconte. Une confusion et une incompréhension dans la signification de l'étiquette, de la rigueur environnementale, entraînant une perte de crédibilité et de confiance. C'est vraiment des effets négatifs qui
sont finalement l'inverse de ce qui est recherché par le label, perte de crédibilité et de confiance. Et puis, il y aurait un effet positif qui serait, ça permet un plus grand choix. Donc, finalement, dans une société dans laquelle les consommateurs peuvent avoir de plus en plus d'alimentation particulière, hein, avec des régimes spécifiques, ça peut éventuellement leur permettre d'aller chercher certaines alimentations très spécifiques pour lesquelles le consommateur que les consommateurs souhaitent obtenir. Alors, moi, j'ai repris ces 3 hypothèses, et puis on va voir si aujourd'hui on a toujours à peu près la même chose. Alors, la multiplication, le premier problème, c'est est-ce que les consommateurs connaissent ces labels. Donc, on a une étude de l'UFC Que Choisir en 2014 qui nous donne à peu près la notoriété, vous voyez, des labels. Bon, une notoriété qui est quand même assez importante pour label rouge, label biologique. Vous voyez d'autres plus nouveaux, là, comme Bleu Blanc Cœur, qui sont moins connus. Bon, finalement, on voit quand même les consommateurs connaissent ces labels. Vous voyez, ils les connaissent, 80-70%, c'est des chiffres assez hauts. Par contre, ils ont une faible connaissance de la signification des labels. Là, c'est toujours l'étude de 2014, donc il y a 10 ans, hein, vous allez me dire, mais... donc là, vous voyez, la connaissance, quand on demande aux gens est-ce que vous connaissez la signification de ce label, bah là, on descend plutôt en dessous de la barre des 50%, sauf pour le label agriculture biologique qui reste quand même le plus connu en termes de signification. Quand on regarde la confiance et la notoriété, donc la confiance dans l'étude de l'UFC Que Choisir, vous voyez, c'était surtout l'agriculture biologique et le label rouge. Et quand on regarde l'étude LSA 2020, donc là on est 6 ans plus tard, après 2014, si vous regardez les chiffres, vous allez voir que la notoriété, par exemple, de l'agriculture biologique est plus que finalement à 53%, donc c'est quand même assez étonnant, alors qu'elle était dans la planche d'avant autour de 80%. On voit par exemple que la confiance dans l'agriculture biologique est à 62%, hein, alors qu'en 2014, elle était à 88% dans l'étude de l'UFC Que Choisir. Et puis on voit des niveaux de confiance finalement qui sont toujours relativement faibles, autour de 60-70%, et des niveaux de notoriété spontanée, c'est-à-dire quand on demande aux gens « citez-nous un label », en fait, à part le label rouge que les gens ont à peu près en tête, sinon ils ont même ils sont que 5% à citer l'agriculture biologique comme étant un label. Vous voyez, on est en 2020 là. On est en plein Covid, on est au moment où les gens se sont un peu recentrés sur l'alimentation pendant le confinement, etc. Donc c'est quand même assez étonnant, hein, comme résultat. Ce qui veut dire que là, en presque 6 ans, ou on a 10 ans, parce qu'on est en 2024, on peut faire l'hypothèse que c'est toujours la même chose. En fait, on a un niveau de connaissance et un niveau de confiance qui est relativement faible en général et qui a pu même baisser. Se dégrader, oui. Se dégrader. La confiance dans les labels se dégrade, notamment portée aussi par des associations militantes, des associations de consommateurs qui viennent montrer un peu les limites de certains labels, notamment sur le label HVE, hein, qui a été quand même récemment remis en cause, notamment sur son caractère finalement. L'HVE, c'est l'agriculture moyenne française, et finalement, il n'y a pas de plus-value en termes de type de pratique. Et puis, une question autour de, finalement, le vrai du faux, donc aussi une question de tromperie, hein, donc qui remettent en cause toute cette dimension confiance qui est censée être au cœur de cet outil. Avec un questionnement sur la connaissance aussi des acteurs portant ces accusations sur le contenu technique également de ces labels. Oui, alors après, ceux qui portent la critique sont souvent, par exemple, il y a une étude qui a été faite par le BASIC, qui est un bureau d'études qui quand même à peu près connaît des associations militantes comme Greenpeace, qui vont aller regarder les cahiers des charges. L'UFC Que Choisir a épluché une douzaine de cahiers des charges, etc. Donc, en fait, avec aussi une vision parfois en ligne de mire l'agriculture biologique, et du coup, en fait, un petit peu une remise en cause de l'apparition de ces labels qui viendrait finalement faire du tort à l'agriculture biologique. C'est un petit peu ça, la critique. Alors, il reste la dernière hypothèse. Que la multiplication des labels permet aux consommateurs de faire un choix. Donc, je voudrais maintenant, dans la dernière partie de ma présentation, discuter de cet énoncé-là. Donc, d'une part, cet énoncé il repose sur l'hypothèse que le consommateur est capable de faire le bon choix et en a la responsabilité. C'est le consommateur qui a la responsabilité de faire un choix. Et puis, il est en capacité de cibler les produits en fonction d'un choix
qui est éclairé. Donc vous voyez, quand on voit tout ce qu'on a vu avant, bon, on peut s'interroger. Et puis aussi, ça repose sur l'hypothèse que le label donne bien une information qui est claire, qui est précise, et surtout, en fait, ça fait l'hypothèse que cette information-là, presque c'est la seule que le consommateur obtient, et que cette information donnée par le label, elle n'est pas en concurrence avec d'autres types d'informations que le consommateur obtient. Donc voilà. Et notamment d'autres dispositifs informationnels comme la marque, comme les slogans, comme toutes les allégations, le tableau nutritionnel, le prix, l'origine, etc. Qui sont toutes... Le Nutri-Score. Le Nutri-Score, etc. Donc sur le premier point, sur l'idée que le consommateur est capable de faire un choix, on a beaucoup de travaux, et notamment les travaux de Sophie Dubuisson-Kellier, mais aussi aujourd'hui qui sont repris par l'IDRI, Charlie Broca, etc., qui en fait nous expliquent que le consommateur éclairé, celui qui fait des choix, finalement c'est le bon élève de la consommation. Donc c'est toujours les mêmes profils, c'est ceux qui sont les plus éduqués, c'est ceux qui sont en capacité d'avoir construit un raisonnement, un lien entre des valeurs et des types de produits, etc. Et puis c'est surtout ceux qui ont la possibilité matérielle, logistique et économique de faire ces choix. Hein, et qui peuvent aussi, ce qui est très important, et c'est ce qu'on oublie souvent, c'est que ce sont des gens qui sont en capacité de valoriser socialement auprès de leur entourage le fait de faire le bon choix. Hein. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde, puisqu'il y a beaucoup de gens pour qui ça ne parle pas d'acheter un pain boulanger avec des produits, des variétés anciennes, faits à la meule de pierre, etc. Ça ne parle pas à tout le monde, vous voyez. Ou ça ne parle pas à tout le monde d'avoir des produits qui ont permis à la vache de rester plus de X jours en pâturage, etc. Vous voyez, c'est quand même déjà hyper technique. Donc, en fait, il y a très peu de consommateurs qui sont en capacité de se valoriser socialement vis-à-vis de leurs achats de produits de bonne qualité, leurs achats alimentaires de bonne qualité. Et puis, donc ça ne tient pas compte non plus des inégalités sociales. Et puis le deuxième point, c'est que tous les travaux en sociologie de la consommation ont montré que les consommateurs ne font pas beaucoup de choix. En fait, ils sont beaucoup sur des habitudes, ils sont beaucoup pris dans des contraintes, et finalement, il y a très peu de choix, il y a très peu de moments où le consommateur est en capacité, dans le rayon, de comparer les produits, de pouvoir lire l'information qui lui est fournie, et de pouvoir faire comme ce que font les économistes, hein, mettre des gens devant des ordinateurs, et puis regardez, par exemple, le consentement à payer en fonction des informations, etc. En fait, dans la réalité, les consommateurs sont rarement en situation de pouvoir, comme ça, choisir. Et puis, en plus, les pratiques sociales, elles sont encastrées. Il y a des formes de socialisation à l'alimentation qui ne sont pas les mêmes en fonction des catégories sociales, en fonction du genre, en fonction de beaucoup de choses. Donc, en fait, cette question juste de mise en cohérence d'un choix par rapport à des valeurs, elle efface toute la dimension socialisation des individus vis-à-vis de leurs pratiques. Voilà. Et puis, un dernier point qui est rarement pensé, c'est justement que le label, il se retrouve parmi d'autres technologies de marché, hein, qui sont à la fois le supermarché, le caddie, les promotions, les informations, les publicités, et puis aussi tout le numérique, et qui mettent le consommateur en situation de devoir trouver le produit labellisé dans des jungles informationnelles qui peuvent aussi être brouillés avec des messages aussi gastronomiques, et puis qui, d'un point de vue aujourd'hui des réseaux sociaux, peuvent aussi être influencés par des prescriptions d'influenceurs qui vont valoriser un certain type d'alimentation et qui ne vont pas forcément aller en cohérence avec l'idée d'un label. Donc en conclusion, ce à quoi je voulais arriver, c'est que la multiplication des labels, c'est aussi peut-être la fabrique de la défiance. Hein. Donc ça veut dire le processus opposé à celui qui est recherché, avec un espace informationnel qui est saturé, une confiance aujourd'hui des consommateurs qui est ébranlée, et donc le label qui devient peu efficace pour informer. Les consommateurs, du coup, sont perdus. On le voit dans des études, par exemple, une étude de 2017, les consommateurs se mettent sur l'origine comme indicateur synthétique pour choisir leur produit, puisque finalement, ils sont tellement perdus qu'ils se retournent vers l'origine du produit, et notamment le plus facile à comprendre. Qui est le plus facile à comprendre, et sur le plus proche vis-à-vis de leur territoire d'habitation. Ou bien ils font de la délégation de jugement, c'est-à-dire qu'ils se disent « je vais acheter dans tel magasin, et je suis très sûr que dans tel magasin, je serai en sécurité », et notamment, c'est une des fonctions des magasins bio de pouvoir offrir cet espace
entre guillemets, sécurisé. Le safe space de la consommation responsable. Voilà. Au-delà des labels, ce à quoi je voulais arriver, c'est que peut-être qu'il y a d'autres manières aussi de considérer le consommateur, non pas juste comme un réceptacle d'information et comme un consommateur, mais aussi comme un citoyen qui peut s'organiser collectivement, et c'est ce qui se fait notamment autour de l'information alimentaire avec des bases de données libres et ouvertes comme Open Food Fact, qui ont ensuite été reprises par Yuka, puis qui a permis ce développement aussi d'une information plus claire, qui a obligé aussi les acteurs de l'agro-industrie à fournir des informations sur leurs produits. Avec parfois quelques questionnements sur le fondement scientifique pour certaines catégories de produits. Tout à fait, avec des biais potentiels. Des biais potentiels, des controverses, mais c'est aussi une manière de réimpliquer le consommateur en faisant aussi un informateur. Est-ce que ce n'est pas une forme de délégation, là aussi Je délègue à Yuka mes choix. On délègue à Yuka ses choix, mais aussi on essaye de faire en sorte qu'on puisse avoir une forme de, c'est ce que j'ai dit, de commun alimentaire, c'est-à-dire alors ce n'est pas le cas de Yuka, mais c'est le cas d'Open Food Fact, des bases de données collectives, ouvertes, à la manière de Wikipédia, qui peuvent être contrôlées par la communauté et pas qui soient juste contrôlées par des certificateurs. Donc en fait, c'est non pas déléguer le jugement à un professionnel, mais c'est équiper le consommateur pour qu'il soit même partie prenante de ce jugement. Et se faire une délégation collective entre pairs, en fait. Et puis, il peut aussi s'organiser collectivement pour s'approvisionner, et c'est le cas de tous les nouveaux dispositifs de distribution dans lesquels les consommateurs s'impliquent et du coup reprennent la main sur l'information et sur les choix, mais de manière collective et non pas uniquement perdus dans leur rayon. Voilà. Merci beaucoup Grégory pour cette intervention, cette remise en perspective aussi. Un autre regard sur tout ce qu'on a dit depuis ce matin. On a changé de lunettes en vous écoutant. Est-ce qu'il y a une réaction ou une question de la part de la salle? Monsieur Kraus. Oui, bonjour, merci pour cette présentation très intéressante. Est-ce que vous pensez qu'avec l'intelligence artificielle, on pourra avoir des données plus objectives sur le comportement réel des consommateurs plutôt que des notoriétés ou des indices de confiance qui ne sont pas toujours très représentatifs ou significatifs? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un vrai développement dans vos approches pour introduire cette intelligence collective? Il faudra le support sûrement de la distribution, mais pour objectiver la réalité des comportements en fonction de multiples facteurs. La réalité des comportements, on la voit en gros dans les achats. Les tickets de caisse, oui. Ouais, dans les tickets de caisse. Ça, finalement, ces tickets de caisse, il n'y a que les distributeurs qui les ont. Et puis sinon, ensuite, il y a les grands panels qui ont été formés par Kantar ou d'autres, et qui sont des grands panels qui ne nous donnent qu'une information sur une catégorie de personnes qui acceptent de faire ce travail, d'enregistrer. Donc, aujourd'hui, ces données sont fermées. Toutes ces données de consommation sont fermées. Ça a beaucoup trop de valeur pour qu'elles soient ouvertes du point de vue des distributeurs. Mais on a du mal, effectivement, à mettre la main sur les pratiques réelles des consommateurs, puisque les consommateurs, ils sont capables de produire du discours. Ce discours-là, c'est souvent une représentation de la pratique qu'ils aimeraient avoir, avec des biais aussi de désirabilité par rapport à ce qu'ils comprennent de ce qui est attendu par l'enquête ou par l'enquêteur. Par contre, les pratiques réelles, oui, on a du mal à les avoir. Après, il y a aussi la question des données à caractère personnel. Est-ce qu'il faut justement mettre des intelligences artificielles qui sont capables d'aller observer chaque individu chez lui, dans sa cuisine, pour voir le taux de sel qu'il a mis dans sa cuisine, ou ce qu'il y a dans son frigo? Bien sûr qu'on pourrait arriver à une société où on est observé, mais je ne sais pas si elle est souhaitable. Je vous laisse la réponse. Dernière question courte, qui appellera une réponse très courte. Merci beaucoup pour l'intervention. Moi, je m'interrogeais sur, selon toi, la nécessité d'avoir des labels pour les agriculteurs pour rendre lisible et visible leur démarche vers une agriculture plus durable. Est-ce que c'est finalement indispensable, ces labels, cette fois-ci du point de vue des agriculteurs qui produisent les produits alimentaires? Moi, je connais moins le monde agricole, mais je le vois à travers quand même mes terrains. Ce que je vois des agriculteurs, c'est que finalement, il y a ceux qui vendent en direct. Ceux qui vendent en direct, ils n'ont pas besoin de label parce qu'ils sont dans des relations de confiance qu'ils ont construites avec leurs consommateurs. Et du coup, ce n'est pas le label sur lequel s'appuie la confiance, mais c'est sur la relation.
sur la relation qui est tissée entre le consommateur et le producteur. Donc ça, c'est pour tout ce qui est vente directe. Ensuite, quand c'est des circuits courts, on reste quand même généralement sur l'intermédiaire qui peut être le magasin ou qui peut être éventuellement une plateforme Internet, etc., qui lui fait ce travail de garantir la qualité ou qui génère cette relation. Et on est encore dans une relation de proximité, même si elle peut être médiée par un seul intermédiaire, mais pour le coup qui fait ce travail de créer de la confiance. Quand on est dans les circuits longs, peut-être. Mais quand on est dans les circuits longs, là, on passe à un autre type de marché où, comme il n'y a plus de suivi de la relation, on a besoin peut-être à ce moment-là d'avoir ce label-là. Pour autant, quand on voit, en fait, dès qu'on est dans les circuits longs, on est aussi dans la grande distribution, on retrouve toute cette jungle informationnelle, et le label au milieu du rayon, vous imaginez bien que sa place, elle est complètement invisibilisée, quoi. Donc ça m'interroge. Voilà. Je vous laisserai faire la conclusion, enfin en tout cas la discussion plus tard entre vous deux bilatéralement. On a un peu pris par le temps. Merci beaucoup Grégory pour ce regard. On l'applaudit le temps qu'il retrouve son siège.